Georges Malbrino, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain spécialiste, voire expert du Moyen-Orient. Vous avez travaillé dans plusieurs journaux, radios et agences de presse. Depuis des décennies, vous êtes grand reporter au Figaro. Vous êtes sur le terrain, sur les fronts. Vous avez payé le prix parce que vous avez été enlevé par un groupe islamiste en Irak et détenu pendant 124 jours. Vous êtes aussi auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur Assas Media. Nous allons parler, bien sûr, de ce qui se passe au Liban depuis 2 jours et de la guerre entre le Hezbollah et Israël. Nous allons parler aussi de la guerre à Gaza et de ses répercussions sur la géopolitique de la région et du conflit israélo-palestinien. Et si on aura le temps, de la Syrie avec la proposition ou bien la demande de quelques pays européens de changer de politique avec le régime d'Assad. On commence par le Liban. Quelle était votre réaction quand vous avez su l'explosion, voilà, des pagers ou bien des beepers du Hezbollah? J'ai été, comme beaucoup de personnes, surpris par le mode opératoire de cette opération qui est inédite hein, depuis des décennies que le Hezbollah et Israël s'affrontent. Donc j'ai été effectivement très surpris. J'ai attendu de voir un petit peu quelles allaient être à la fois les réactions et les conséquences pratiques sur le terrain en termes notamment de victimes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bien que vous savez très bien que le Hezbollah, il est bien infiltré par les services secrets israéliens, et vous avez écrit d'ailleurs dans votre article aujourd'hui dans le Figaro, au-delà de sa chaîne logistique, Israël a infiltré la chaîne humaine du Hezbollah. Oui, c'est pas un scoop que le Hezbollah, depuis déjà de nombreuses années maintenant, est infiltré. Ce qui a surpris cette fois-ci, c'est la réussite de l'opération, je dirais, de pénétration de la chaîne logistique par le Mossad. Hein. C'est un procédé classique des services de renseignement occidentaux, mais pas seulement, que de vouloir donc infiltrer ce genre de sociétés qui travaillent pour d'organisations que certains États souhaitent combattre. Mais ce qui est très rare, c'est la réussite d'une telle opération, puisque en un instant, effectivement, vos opposants ont été ou blessés ou alors même certains tués. Pardon, dans l'assassinat de Fouad Shukr, le responsable militaire du Hezbollah aussi, Israël a prouvé qu'il a infiltré le réseau de communication fixe du Voilà, Hezbollah, voilà. dont il Oui, empruntait souvent depuis des années le parti, la milice iranienne pour oui, Iran. oui, le Hezbollah est devenu une quasi-armée très nombreuse et il est difficile de contrôler tout le monde. Il y a des recours excessifs. Hein. Je pense à leur système de téléphone portable et pourtant il y avait eu, comme vous avez probablement vu, des alertes, des vidéos de Cher Nasrallah appelant ses sympathisants à ne surtout pas utiliser les téléphones portables. C'était eux les véritables agents israéliens. Voilà, je pense que aussi la guerre en Syrie a pu jouer un rôle important pour Israël pour infiltrer le Hezbollah dans la mesure où le Hezbollah a subi quand même pas mal de pertes, a dû procéder à un recrutement massif et notamment au sud Liban et ailleurs au Liban et donc c'est probablement à ce moment-là qu'Israël a réussi à implanter un certain nombre de ses agents. Mais c'est sûr que le message qui est adressé aujourd'hui par Israël au Hezbollah, c'est que on peut vous atteindre, ça, vous le saviez, mais là, on sait pratiquement tout sur vous. Et donc, arrêtez cette guerre, désolidarisez-vous du Hamas à Gaza. Est-ce que vous pensez que c'est un message, c'est un simple message ou bien une préparation pour une guerre totale? Alors, c'est une bonne question. Cette question, tout le monde se la pose. Si ça avait été le prélude à une invasion, par exemple, une opération terrestre israélienne du Sud-Liban, eh bien, cette invasion aurait été immédiate. On aurait profité justement de l'effet un peu de souffle, je dirais, Israël aurait profité de cet effet-là pour justement pénétrer. Pour l'instant, il n'y a pas eu ça, donc je pense que c'est plus une opération, un message, hein, d'ailleurs des responsables militaires israéliens ou d'anciens responsables militaires israéliens. Moi, j'ai discuté hier avec un ancien haut responsable sécuritaire français qui me disait
c'est une belle opération d'un point de vue opérationnel, mais comme d'habitude avec Israël, c'est seulement à court terme. Il n'y a pas d'objectif stratégique derrière. Je ne crois pas que l'invasion terrestre israélienne du Liban soit une hypothèse. Elle a été pratiquée dans le passé, on a vu ce que ça a donné. Donc voilà, il y a une pression effectivement en Israël pour pousser Netanyahou à aller plus loin, mais je pense que ça n'est pas comme ça en tout cas que ce n'est pas par une guerre que les Israéliens arriveront à faire revenir chez eux les habitants du nord de leur pays, hein, parce que là, si on s'engage dans une guerre, Mais Netanyahou, il a dit que le retour des Israéliens maintenant au nord d'Israël est un objectif de la guerre. Et oui, oui, aussi, oui, Yoav Gallant, hier, il avait dit aussi le centre de gravité de la guerre oui. est placé du sud vers le nord. Mais Donc, c'est pas nouveau cette, ce n'est pas cette alors une rhétorique. guerre totale. Non, je ne crois pas parce que euh, encore une fois, d'une part, les États-Unis, probablement, y sont opposés, même certainement. C'est aussi une façon, je pense, je l'ai écrit, de dire aux Américains, retenez-nous, sinon on fait un malheur. Donc, attention, notre patience a des limites. Forcer aussi le Liban, le Hezbollah à accéder à une solution diplomatique, etc. Je ne pense pas que, et le Hezbollah non plus, ni l'Iran n'ont intérêt à une guerre totale. Donc, voilà, on va voir d'ailleurs. D'ailleurs, le Hezbollah l'a plus ou moins dit ouvertement. On va séparer la riposte à ces attaques inédites de mardi et mercredi de la poursuite des opérations en Israël. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait une riposte surdimensionnée du Hezbollah dans les jours qui viennent aux opérations qui l'ont frappé là. Donc, vous pensez que la réplique de Hezbollah va être comme celle pour l'assassinat de Fouad Choukr? Pas Ben, plus que il n'y a ça? pas eu, il y a pas eu vraiment d'ailleurs de réplique extraordinaire. Je pense que, Voilà. ben oui, mais je pense que le Hezbollah comme l'Iran sont dans une logique, je dirais, attentiste, hein. Les ripostes qu'ils annoncent, on les attend toujours. Ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, le, tant que l'Iran n'a pas la bombe atomique, le Hezbollah est sa dissuasion ultime et c'est 150 000 missiles. Mais c'est un fusil à un coup. Si vous les utilisez, eh bien ensuite vous les perdez. Et donc je pense que ni le Hezbollah ni l'Iran ont intérêt à dilapider leur capitale et à se lancer dans une guerre totale. Donc, on peut dire indirectement qu'ils ils ont perdu la guerre, Qui le Hezbollah? le Hezbollah et l'Iran. Non. Je pense que ni le Parce que Hezbollah ni l'Iran ne vous avez veulent dit tomber dans le piège que leur tend Netanyahou d'une guerre totale. Voilà. Parce qu'après une guerre totale, l'Iran et le Hezbollah, ils perdraient beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez bien vu, depuis mai, avril, où il y a eu l'attaque iranienne sur Israël, la riposte israélienne, et ensuite, il n'y a pas eu de. L'attaque iranienne était calibrée, mesurée, anticipée, etc. Ensuite, l'assassinat d'Haniyeh, il n'y a pas eu grand-chose, et Fouad Choukr, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, voilà. Est-ce que cette patience, comme on dit, stratégique, ou en Iran et au sein du Hezbollah, n'aura pas une fin? J'en sais rien, mais pense que, je pense que ni l'un ni l'autre, encore une fois, n'ont intérêt à une guerre totale. Donc, Israël va substituer la guerre totale par ce type de guerre. Des attaques bien ciblées à travers voilà, ses moyens technologiques. Vraisemblablement, ils vont continuer en effectivement montant d'un cran à chaque fois quand même l'opération et donc ce qui pourrait provoquer in fine quand même une réaction de ses adversaires. Et je crois que c'est ce que disent les Américains, la clé du déblocage de cette situation, elle est à Gaza. C'est un cessez-le-feu à Gaza qui permettrait un apaisement du front libano-israélien, puisque le Hezbollah l'a dit et répété, à partir de là, on arrêterait nos attaques. Mais visiblement, Netanyahou ne veut pas d'un cessez-le-feu. Yahya Sinwar, je n'en suis pas sûr, en tout cas, il a déclaré récemment qu'il se préparait à une longue guerre. Et donc, effectivement, bien, les perspectives sont assez sombres, mais la clé du problème libanais, elle est à Gaza. Elle est On va pas. parler de Gaza, mais restons dans le Liban parce que justement, c'est lié. Aujourd'hui, il y a une réunion des diplomates des 5 pays, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne, à Paris même. Pourquoi cette réunion?
Et qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez Non, je quelque pense que c'est une réunion de suivi justement des négociations qui se poursuivent au Caire ou à Doha sur le cessez-le-feu, parce que tout le monde a bien vu que, encore une fois, la clé de la situation, c'est à Gaza, c'est un cessez-le-feu, c'est une libération des otages. Et les efforts diplomatiques pour arriver à l'application de la 1701, comme vous savez, au Liban, un retrait du Hezbollah, pour l'instant n'ont rien donné, parce que le préalable, justement, c'est le cessez-le-feu à Gaza. Après quoi, il pourrait y avoir, je pense, une solution diplomatique. Mais le Hezbollah, de ce point de vue-là, est resté très ferme et dit on ne découplera pas notre action contre Israël de notre soutien au Hamas. Donc, la clé de la solution, elle est à Gaza. Elle est à Gaza, mais à Gaza, cette clé, elle est entre la main de Netanyahou, qui a prouvé depuis presque un an maintenant, il veut pas ni un cessez-le-feu, ni une trêve, ni voilà, ni n'importe quelle, voilà, quelle solution à cette guerre, ou bien enfin à cette guerre, apparemment. Effectivement, ça devient de plus en plus clair. Les médias israéliens, les chaînes de télévision israéliennes le disent ouvertement, en tout cas certaines d'entre elles, que Benjamin Netanyahou a bloqué certains accords sur les libérations d'otages israéliens, sur un cessez-le-feu, et que par conséquent, eh bien, il n'y a pas de volonté israélienne d'aboutir à l'arrêt de la guerre à Gaza. On insiste à une multiplication des déclarations un peu contradictoires. Yoav Galan qui dit la branche militaire du Hamas n'existe plus, donc il donne l'impression de vouloir préparer justement une fin de guerre. Netanyahou, d'un autre côté, lui dit non, non, pas du tout, on va continuer tant que le Hamas n'a pas été éradiqué, etc. Ça démontre la division des responsables israéliens. Vous avez d'un côté Netanyahou qui a besoin que la guerre se prolonge pour survivre politiquement et pour que sa coalition composée d'extrémistes suprémacistes juifs le soutienne. Et en face, vous avez des responsables sécuritaires qui l'ont dit, c'est sorti dans la presse israélienne ouvertement. Vous ne voulez pas d'un accord, monsieur le Premier ministre, dites-le nous, ça n'est pas la peine qu'on tergiverse comme ça. Est-ce Donc il y a une grande qu'aujourd'hui, division, mais Netanyahou est toujours là, il est soutenu, certains sondages le donnent encore avec 25% d'opinion favorable. Donc voilà, encore une fois, il est le personnage central. est-ce que c'est pas Israël comme État et comme peuple qui veulent aussi continuer la guerre parce que justement, après un an, après plusieurs tentatives de pression sur Netanyahou, des manifestations, l'opposition aussi presse, fait pression sur lui, mais il est toujours là au pouvoir, il prend la décision, il continue la guerre. Exactement. Il y a beaucoup d'Israéliens, vous le voyez tous les samedis, qui manifestent, ce sont des dizaines, parfois des centaines de milliers, mais il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui le soutiennent. Et puis, beaucoup d'Israéliens, de toute façon, ne voient pas les souffrances de Gaza ou ne veulent pas les voir. Ce qui est tragique dans cette guerre, c'est qu'il y a de part et d'autre une incapacité à reconnaître ou à voir la souffrance de l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on continue dans un tunnel, mais aussi bien à Gaza qu'au Liban, Benjamin Netanyahou est dans un calcul à court terme, à court terme et sans vision stratégique. La guerre, il ne va pas la gagner contre le Hamas, militairement non, et politiquement, il n'a pas d'objectif politique. Donc, quand on n'a pas d'objectif politique à une guerre que l'on mène, on va vers un échec. Et au Liban, c'est un petit peu peut-être différent, mais pour l'instant, c'est pareil. Le Netanyahou dit je veux le retour des Israéliens du Nord chez eux, et donc les grandes puissances, un certain nombre d'autres intervenants lui disent pour avoir un retour, il faut un apaisement au nord. Pour un apaisement au nord, il faut un cessez-le-feu à Gaza. Netanyahou dit non, moi je vais déclarer la guerre et comme ça je vais forcer un retour. Je doute que s'il y a une guerre, le Hezbollah ne lance pas quand même un certain nombre de missiles qui vont provoquer justement le déplacement d'autres. Donc c'est une fausse bonne solution, mais on est comme ça dans cette espèce d'aveuglement chez un certain nombre d'Israéliens en pensant que la force, une fois de plus, va payer. Or, je ne suis pas sûr qu'elle paye. Mais Netanyahu, il va de plus en plus vers la guerre. Ça veut dire dans le sens que il a déplacé la guerre de Gaza vers la Cisjordanie et maintenant vers le nord. Alors, vous ne voyez pas que, bon, vous parlez qu'il n'a pas de vision, il n'a pas de stratégie. Mais quelques experts, ils disent, spécialistes, ils disent que c'est clair maintenant que pour Israël, pour Netanyahou, et même pour le peuple, pour Israël en tant qu'État, il veut dissoudre la cause palestinienne. Est-ce que vous Oui. êtes... Alors, je pense que pour Netanyahou, c'est sûr. Netanyahou, c'est sûr. Il l'a dit. Il a dit je vais faire monter le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. Et à partir du moment où j'ai le Hamas, eh bien, personne ne va le soutenir. C'est clair. Netanyahou, depuis 30 ans, son objectif, c'est de faire disparaître la cause
palestinienne. Mais, comme on le disait tout à l'heure, il va de plus en plus loin dans les lignes rouges. Il va de plus en plus loin dans les lignes rouges, et comme personne ne lui dit rien, les États-Unis, Joe Biden le critique, mais se refuse à la moindre pression réelle, c'est-à-dire par exemple l'arrêt des livraisons d'armes. Donc Benjamin Netanyahu continue et surtout, je crois qu'il attend le retour à la Maison-Blanche de son ami Donald Trump pour pouvoir continuer ce processus de destruction de la cause palestinienne, un processus qui est évidemment dangereux pour les Palestiniens, pour les Israéliens aussi, et pour l'environnement et pour vous, Libanais. Et l'Europe, l'Union européenne, surtout la France, sont affaiblis. Ils n'ont pas un grand rôle La France, dans je ne cette suis guerre. même pas. La France est inaudible. Je voulais vérifier avant qu'on se parle s'il y avait une réaction de la France aux événements de mardi et de mercredi au Liban. Je suis même pas sûr qu'il y ait une seule réaction. La France est inaudible au Moyen-Orient. Pourtant, le Liban est un pays qui lui est cher. Mais Emmanuel Macron y est allé 2 fois en 2020 pour espérer sauver le Liban. Ses voyages sont soldés par un fiasco retentissant. Mais en tout cas, le Liban est le dernier pays au Moyen-Orient où la France a une petite influence. Mais là, on voit bien que la France a renoncé. L'Union européenne également est assez divisée. Il y a des initiatives qui se font sur les exportations d'armes. Il y a eu aussi hier un vote aux Nations Unies. La France, d'ailleurs, a voté cette résolution, mais tout en sachant qu'elle n'aurait aucun impact. Mais non, l'Union européenne ne compte pas. Elle pourrait compter, mais il faudrait pour ça qu'elle ait une volonté politique de faire pression sur les uns et sur les autres. Or, il n'y a pas de volonté politique. Il y a un certain nombre de pays, notamment d'Europe de l'Est, l'Allemagne aussi, qui se refusent à tout envisager, toute sanction contre Israël. À partir de ce moment-là, donc, il n'y a pas d'efficacité d'une politique européenne digne de ce nom à l'égard d'Israël. C'est la division dans au sein de l'Union européenne qui fait ça, ou bien parce que l'Union européenne, justement, n'a pas de cartes à jouer. Maintenant, il y a les Non, États. c'est la division essentiellement. Pour avoir une décision au sein de l'Union européenne, c'est une décision à l'unanimité. À 15, c'était déjà difficile il y a 20 ans. À 27, c'est encore plus difficile. Les pays comme la Mais comment Hongrie, comme la traduire? Tchéquie, Mais si jamais l'Union européenne est unie et prend une décision, mais mais ne sera pas comment unie. traduire cette décision Elle ne sera pas unie. en face d'Israël qui répond même pas aux États-Unis, aux pressions des États-Unis, Oui, aux Nations Unies, à tout le monde. si jamais il y avait une union, je pense que ce que vous dites serait vrai, mais cette union, elle est illusoire parce qu'il n'y aura jamais d'union. Israël a travaillé un certain nombre de pays et donc il n'y aura pas de sanctions, en tout cas adoptées au titre de l'Union européenne. Il peut y avoir des sanctions adoptées par certains pays mineurs sur notamment l'interdiction de l'exportation de certains composants en matière d'armement, mais voilà, non, l'Union européenne est un témoin impuissant du drame qui se passe à Gaza et au Liban et en Israël. Le retour à Gaza, Monsieur Madruno, bientôt un an sur la guerre. Pensez, Hamas est affaibli, mais pas anéanti. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement vrai. Le Hamas est très affaibli militairement, a perdu quand même au moins 15 000 hommes, mais il n'est pas éradiqué militairement, il existe toujours militairement. Donc, en quelque sorte, il, il n'a pas perdu, ça c'est sûr. Euh, Israël, Benjamin Netanyahou avait 2 objectifs, éradiquer le Hamas, ramener les otages. Il n'a pas réussi. Euh, la situation à Gaza est désespérante parce que, encore une fois, au bout d'un an, on voit qu'il y a une espèce comme ça, mais c'est assez, hélas, classique entre le Likoud, Netanyahou et le Hamas. Il y a un jeu de courte échelle. Netanyahou dit, moi, je veux continuer la guerre. Et le Hamas, Sinwar a dit il y a quelques jours, je suis prêt à continuer la guerre. Les uns et les autres, l'un et l'autre, prenant quasiment, je dirais, en otage leur peuple qui, eux, souffrent de cette prolongation de la guerre, aussi bien les Israéliens, les otages, que les habitants palestiniens de la bande de Gaza qui souffrent le Est-ce martyre que depuis plus vous d'une pensez que année. Yahya Senwar, il peut réaliser ce qu'il avait dit, surtout il y a 2 ou bien 3 jours, il y a eu un sondage parmi les Palestiniens à Gaza même.
ils disent que c'était pas une bonne décision, la guerre, l'attaque de 7 octobre. Je pense que c'est la première fois C'est la qu'on a première fait fois, oui. ce Non, sondage. mais Sinwar se moque des Palestiniens de la bande de Gaza. Sinon, il n'aurait pas fait cette déclaration en disant on est prêt à une guerre d'usure et de longue. Voilà. Qui paye le prix fort aujourd'hui sont les Palestiniens de Gaza. Et donc, il aurait intérêt il aurait intérêt à conclure un cessez-le-feu. Mais cela étant, il a des exigences. Donc voilà, on est face à deux personnages dont la poursuite de la guerre est devenue le carburant à leur survie. Est-ce que vous avez été à Gaza pendant ce conflit? Non, 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 c'est impossible. Qu'est-ce que vous en pensez de l'après-guerre à Gaza? L'après-guerre à Gaza, elle est encore en pleine incertitude parce que ben, la bande de Gaza aura besoin d'une reconstruction colossale, hein, mais il y aura surtout besoin d'une stabilisation. Il y aura besoin. On ne sait pas. Israël, est-ce que vous êtes capable de répondre à ce que veut Israël? Netanyahou dit nous n'occuperons pas ensuite Gaza. Certains Israéliens disent si Netanyahou dit nous maintiendrons une présence sur le corridor de Philadelphie, autour, etc. Les Américains disent on ne veut pas d'occupation israélienne après, d'autres Israéliens non plus. Personne ne sait ce que sera l'après-Gaza. Ce qu'on sait, c'est que effectivement, il y aura le Hamas survivra, y compris militairement. Sinoir doit avoir la volonté aujourd'hui de dire mes gars qui vont survivre militairement, il faut quand même que je les protège. Donc, ce serait aussi dans son intérêt de faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu et que, ensuite, dans le cadre d'une réorganisation de la scène palestinienne, eh bien, certes, ils soient désarmés, mais que les autres Palestiniens n'essaient pas de se venger contre eux. Les pays arabes, l'Arabie saoudite en tête, ont dit qu'ils étaient prêts à stabiliser, à reconstruire la bande de Gaza, à condition que côté israélien, il y a un vrai effort, une volonté d'aller vers un État palestinien. Vous avez vu hier ce qu'a dit Mohamed bin Salman, il Ah, n'y aura pas de absolument. normalisation sans État palestinien. Donc, on est dans l'impasse et on ne sait pas ce qui va se passer après parce que Entre-temps, pendant le Hamas gagne sur le terrain, on avait vu les élections en Jordanie, les élections parlementaires en Jordanie. oui, On a vu que le parti des bien frères sûr. musulmans, il a gagné le plus grand groupe parlementaire, 31 députés. Bien sûr, parce que l'opération du 7 octobre a été une tragédie, un acte terroriste majeur qu'il faut condamner, mais d'un point de vue, je dirais, strictement opérationnel, et il a réussi à remettre la cause palestinienne sur le devant de la scène. Il n'a pas été vaincu, et par conséquent, aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un qui est dans le Golfe, qui n'aime pas du tout le Hamas. Je disais, dans le pays où je suis, on n'aime pas le Hamas, mais aujourd'hui, personne n'oserait le critiquer, parce que le Hamas a remis, encore une fois, sur la scène la cause palestinienne. Donc, il n'a pas été vaincu, et donc, il subsistera sous une forme ou sous une autre, mais pour l'instant, l'après-Gaza reste extrêmement nébuleuse. Est-ce que ce qu'on avait vu en Jordanie à travers les élections parlementaires, on va le voir un jour en Égypte? Surtout que c'est le bastion des frères musulmans, le bastion historique des frères musulmans. En Égypte, il y a, comme vous le dites, il y a les frères musulmans, même s'ils ont aussi, d'après Sisi, été éradiqués, ils existent toujours. Et s'il y avait des élections vraiment libres, je pense qu'ils obtiendraient un pourcentage important. Donc oui, il y a c'est dans ce sens-là qu'Israël aussi se tire une balle dans le pied parce qu'il y a quelques années, l'opinion arabe était quand même pas opposée à un rapprochement avec Israël, pour peu qu'on fasse quelques efforts sur la cause palestinienne. Au jour d'aujourd'hui, avec les images qui sortent de la bande de Gaza, l'opinion publique des pays arabes est extrêmement remontée contre Israël, et certes, les leaders des pays arabes critiquent, certains et d'autres moins, et Israël, mais, mais c'est mais ce sera compliqué pour ensuite essayer de recoller les morceaux. Avec ce qui se passe à Gaza, on a le sentiment qu'Israël se crée des générations de ce qu'ils appellent des terroristes contre eux. Et celui qui garde le calme, en fait, le plus marqué dans cette guerre, c'est Assad. Est-ce que vous pensez, à cause de ce qui s'est passé entre lui et le Hamas depuis la révolution en Je Syrie, pense que ça joue effectivement, je pense que ça ou a bien, joué. ou bien parce il fait un repositionnement politique vis-à-vis de l'Iran, du Hezbollah, demandé Je pense par les qu'au pays arabes et du Golfe? au début, ça a joué. Quelqu'un qui est
assez proche de lui me disait il y a 5, 6 mois, on va quand même pas défendre le Hamas qui nous a affrontés pendant des années à Yarmouk, au camp de Yarmouk, à Damas. Donc voilà, vous connaissez le peu d'amour que la famille Assad vaut aux frères musulmans. Donc ça, c'était assez logique. Après voilà, donc la Syrie. La Syrie est quand même extrêmement silencieuse. Elle n'a plus vraiment la main sur ce qui se passe chez elle en matière de sécurité, en tout cas d'implantation des forces iraniennes, la présence russe. Donc Bachar al-Assad est dans une position à la fois silencieuse et de wait and see, quoi. Mais Assad, pardon, Assad, il n'a pas la main seulement, ou bien il collabore avec Israël indirectement, ou bien sous la table, pour justement. Je ne sais pas, je ne sais pas, je Parce que ne sais depuis pas s'il des années, on voit collabore. que Israël vise des sites militaires. Cyniquement, le pouvoir syrien pourrait se réjouir qu'Israël réduise l'influence de l'Iran chez lui, comme un certain nombre de pays arabes du Golfe aussi. Donc là, mais là, on est dans la réelle politique froide. Mais en tout cas, la Syrie est un dossier un petit peu oublié. Le pouvoir syrien a survécu à la révolte contre lui, mais Assad, vous le savez, doit composer avec ses parrains et défenseurs iraniens et russes. Au mois de mai dernier, quelques pays européens, l'Italie, Chypre, Malte et d'autres pays aussi, ont demandé de revoir la politique de l'Union européenne vis-à-vis de Assad et de collaborer avec le régime. Bon, ils ont dit que c'est pour le retour des réfugiés ou bien pour pouvoir expulser quelques Syriens. Est-ce que vous pensez que cette demande va avoir son chemin pour être réalisée bientôt? Non, pas à court terme, je pense, parce qu'il y a une opposition de la part d'un certain nombre de pays, la France et d'autres pays hein, qui ne veulent pas d'un retour, en tout cas massif des réfugiés, parce qu'ils considèrent que ce retour n'est pas sécurisé. Cela étant, je pense que donc ça, à court terme, il n'y aura pas de changement dans la position de l'Union européenne en tant que telle, ou de la France par exemple, mais on voit que le temps joue quand même en faveur d'un retour comme ça de relations plus ou moins pas normales, mais en tout cas un minimum de relations avec Damas. On voit que l'Espagne, l'Italie et d'autres pays qui n'ont d'ailleurs pas rompu, qu'on continue. Mais en France, par exemple, c'est un sujet aussi qui est sensible au plan de l'opinion publique. Il y avait une telle, telle opposition, une telle guerre contre Assad dans les années 2011, 12, 13, 14 et même après, que ça passerait mal auprès de l'opinion d'un certain nombre de médias. Donc, d'ici 2027, d'ici l'élection d'un nouveau président de la République, il n'y aura pas, je pense, d'inflexion majeure sur le dossier syrien en France. Et comment la France voilà, s'oppose à un rapprochement ou bien un revoir plutôt de la politique vis-à-vis de Assad et ne veut pas le retour plutôt des réfugiés. Et elle veut aider le Liban qui accueille plus que 2 millions de réfugiés syriens et qui pèse beaucoup sur l'économie du pays, sur la vie politique, et même qui considèrent un danger existentiel pour le pays. Elle conditionne le retour des réfugiés à l'acceptation par Assad d'un certain nombre de résolutions de l'ONU selon lesquelles il doit y avoir une transition politique. Or, on sait très bien qu'Assad refusera la moindre concession sur la transition politique, et donc il y a un blocage, quoi. Il y a un blocage, et puis après, il y a la question effectivement de la sécurisation du retour des réfugiés, parce que là, on peut craindre qu'un certain nombre d'entre eux, une fois retournés en Syrie, eh bien, se fassent arrêter. Donc voilà, c'est ça les Il y a la principaux. sécurité d'un petit pays comme le Liban qui est très cher, comme on Exactement. dit, pour la France. Oui, non, mais c'est notre contradiction. C'est notre contradiction, mais notre politique moyen-orientale, comme vous le savez, on a écrit un livre, Le déclassement français, est pleine de contradictions, voire d'incohérences. Cette contradiction et incohérence, ça s'applique aussi sur le dossier des élections du président de la République au Liban aussi, tenu, Probablement. tenu par la France. Probablement.
c'est un dossier tellement complexe et là, je comprends que ça suscite beaucoup d'intérêt au Liban, et c'est normal. Mais c'est vrai que d'un point de vue français, on a un peu renoncé à essayer d'y comprendre quelque chose. Il y a Jean-Yves Le Drian qui va de temps à autre. Je pense que ce dossier-là ne se réglera que lorsqu'il y aura une vraie détente, un vrai accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sur cette question-là, et que le reste, l'offensive française, les efforts diplomatiques de la France sont assez vains pour l'instant, hélas. Jean-Noël Bruno, merci beaucoup. Merci.